Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, 10h30, midi et demi, vous le savez, vous avez l'habitude. Parlons Vrai chez Bourdin sur Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300, évidemment pour réagir à l'actualité. L'actualité, c'est le procès des écoutes. Nicolas Sarkozy condamné en appel à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. La peine sera aménagée. Nicolas Sarkozy devra porter un bracelet électronique. Nicolas Sarkozy a 5 jours pour se pourvoir en cassation, comme Thierry Herzog, son ami avocat, et l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert, condamné à la même peine. Agression à Amiens du petit-neveu de Brigitte Macron. 3 personnes déférées devant la justice en comparution immédiate. Une mineure devant le juge pour enfants. Ce sont tous des militants anti-système, anticapitalistes. Vous réagissez là encore 0826 300 300. 11h midi. Débat sur la mixité sociale à l'école. Aucun quota ni obligation ne sera imposé aux établissements privés sur le recrutement des élèves. Un protocole sera signé avec l'État cet après-midi. Dans le public, il s'agit de réduire les différences de recrutement social entre établissements. Comment favoriser la mixité sociale et scolaire? Trop de mixité conduit des parents à se tourner vers des établissements hors contrat. La mixité sociale et scolaire est-elle bénéfique pour les enfants? Vous en parlez, vous débattez avec nous. 0826 300 300 entre 11h et midi. Journée mondiale contre l'homophobie ce mercredi. Témoignage à 12h05 de Yannick Hope, ancien maire du Bourget. Il était avec son ami à Dijon vendredi dernier. Il a été agressé et poignardé. 7 jours d'ITT. Plainte déposée. Yannick Hope sera avec nous à 12h05. Vous êtes homosexuel. Vous êtes victime de discrimination. Votre famille ne vous accepte pas ou ne vous a pas accepté, n'a pas accepté cette homosexualité. Vous témoignez ce matin 0826 300 300. Et puis témoignage aussi avant 11h d'un restaurateur de Bastia qui fait payer la carafe d'eau 10 centimes d'euros pour sensibiliser ses clients à la sécheresse. Il est 10h32. Dans quel monde on vit? Comme tous les matins avec Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Au Japon, des leçons pour réapprendre à sourire, je dis bien pour réapprendre à sourire, après des années à porter le masque. L'école du sourire est en pleine croissance. Oui, chaque élève assis dans la salle a son petit miroir de poche pour se regarder tout en faisant travailler ses zygomatiques. Le coach les encourage, leur montre des schémas des muscles du visage. Objectif, réapprendre l'expression faciale alors que le Japon vient de lever l'alerte maximale après plus de 3 ans de crise Covid. Cette école du sourire près de Tokyo existait déjà avant la crise sanitaire. Elle visait par exemple les salariés au contact des clients, histoire de leur apprendre à être un peu aimables. Mais ces derniers mois, selon le Guardian, son activité a quasiment quintuplé avec la levée du port du masque. Une vingtaine de professeurs de sourire sillonnent le pays. Et oui, car avec le Covid, le port du masque a été scrupuleusement respecté au Japon. On en avait même oublié de sourire. Le Japon, pays déjà plus habitué que nous à porter ce masque, même avec la levée de l'alerte maximale, 1/4 des salariés entend continuer à sortir la bouche couverte. Alors les coachs en sourire ont du pain sur la planche, certainement encore des années de travail devant eux. Avec le masque, vous avez perdu le plaisir de sourire. Vous nous dites, vous pouvez témoigner 0826 300 300 sur tous les sujets d'actualité. Je vous attends évidemment. Vous nous retrouvez tous les jours de 10h30 à midi et demi. Votre émission Parlons Vrai chez Bourdin. Si vous avez manqué le direct ou si vous voulez réécouter l'émission, aucun problème. Elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct, Facebook Live et sur YouTube, en direct et en replay sur notre chaîne Sud Radio. Il est 10h34. Nicolas Sarkozy, condamné en appel à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme, à exécuter sous bracelet électronique. La décision est tombée il y a 1 heure, le jugement. Félix Mathieu, l'ancien président de la République, se pourvoit en cassation. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés, vient de déclarer son avocate. Nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire. L'ancien président de la République condamné pour corruption.
et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. La Cour d'appel de Paris confirme donc la peine prononcée en première instance il y a 2 ans. Nicolas Sarkozy a écouté la décision, la mâchoire serrée tout à l'heure. Premier ancien président condamné à de la prison ferme. Jacques Chirac s'était vu infliger du sursis en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Condamné à la même peine que Nicolas Sarkozy, son ancien avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. La Cour d'appel prononce aussi une interdiction des droits civiques de 3 ans pour l'ancien chef de l'État, ce qui le rend inéligible. L'affaire des écoutes, pour rappel, remonte à l'année 2013. Racontez-nous, rappelez-nous ce qui s'est passé. Oui, à cette époque, les juges d'instruction chargés de l'enquête sur les soupçons de corruption libyenne avaient décidé de brancher, d'écouter les 2 lignes de Nicolas Sarkozy, les 2 lignes téléphoniques. Ils découvrent alors l'existence d'une 3e ligne officieuse, une ligne ouverte sous le nom de Paul Bismuth. L'ex-président et son avocat y discutent plus librement, voire avec un langage un peu fleuri. Pour l'accusation, ces écoutes font transparaître en tout cas un pacte de corruption noué avec Gilbert Azibert, qui était alors avocat général à la Cour de cassation. Nicolas Sarkozy donc se pourvoit en cassation. En tout cas, cette décision attendue intervient alors qu'il sera rejugé en appel à l'automne dans l'affaire Big Malion et qu'il est sous la menace aussi d'un 3e procès qui s'annonce retentissant. Le parquet national financier a requis son renvoi en correctionnel dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Maître Avis Bitton, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste. Est-ce que vous êtes surpris par ce jugement de la Cour d'appel ? Je ne connais pas suffisamment le dossier pour dire que je suis surpris ou pas surpris. Ça serait présomptueux. Simplement, effectivement, c'est quand même historique. C'est une décision de condamnation à une peine de prison pour une partie ferme d'un président de la République, d'un haut magistrat de la Cour de cassation et d'un confrère avocat très connu. D'un confrère avocat. Sanction inédite, donc on est d'accord. Beaucoup ont accusé finalement les enquêteurs d'avoir écouté, branché, écouté les lignes de téléphone de Nicolas Sarkozy. Alors de ce point de vue-là, en tant qu'avocat, et même en tant que citoyen, je comprends qu'il y ait un pourvoi en cassation, car il y a une vraie question de droit dans cette affaire. Tout le monde le sait. De liberté individuelle. De liberté individuelle. Oui, de liberté individuelle, de droit de la défense, tout simplement de démocratie. Tout le monde sait que lorsque un client parle avec son avocat, ses correspondances, qu'elles soient écrites, qu'elles soient orales, téléphoniques, électroniques, sont protégées par le secret professionnel. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être écoutées, elles ne peuvent pas être produites en justice, utilisées. Donc là, il y a une vraie question dans cette affaire et je comprends qu'il y ait un pourvoi en cassation pour que la Cour de cassation se prononce. Oui, parce que je rappelle les faits. Nicolas Sarkozy avait 2 lignes, qui étaient écoutées, mais il avait une 3e ligne téléphonique sous un autre nom, le nom de Paul Bismuth. Et là, il parlait librement avec son avocat sur cette ligne téléphonique. Mais c'est une ligne privée. Mais peu importe le moyen par lequel un client communique avec son avocat, ça ne peut pas être utilisé contre lui en justice pour la simple et bonne raison que si vous mettez sous écoute les avocats avec leurs clients, eh bien à ce moment-là, les clients ne peuvent plus se confier à leurs avocats. Mais en même temps, et c'est là qu'il va y avoir un débat devant la Cour de cassation, il est de jurisprudence constante que un avocat, évidemment, ne peut pas se rendre coupable d'un délit ou d'un crime, et qu'à partir du moment où il y a des correspondances qui sont interceptées qui démontrent ce délit ou ce crime, en l'occurrence dans cette affaire, ça serait un délit de corruption, et bien à ce moment-là, le secret professionnel ne vaut plus parce que l'avocat n'est plus dans l'exercice de ses fonctions d'avocat
qui conseille, mais il est dans une situation où il commet un délit, où il est lui-même l'auteur d'un délit. Donc il va y avoir un débat devant la Cour de cassation à ce sujet. Oui, voilà, c'est le fond. Je vous remercie pour cette explication, parce que c'est le fond de la question, hein, le fond du débat. Et évidemment, hein, jusqu'où va la liberté, l'indépendance de l'avocat, en quelque sorte, hein, le secret professionnel. Quelles sont les limites du secret professionnel? En effet. Voilà. Bien, merci beaucoup, Maître Avivitour. Merci pour cette explication. On avait besoin, hein. On avait besoin de cela. Dans tous les cas, c'est inédit, évidemment, dans l'histoire de la Ve République, et nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. Il est 10h40. Qu'en pensez-vous? Allez-y, 0826 300 300. Il est 10h40. Vous pouvez témoigner sur plusieurs autres sujets que nous abordons. Ce qui s'est passé à Amiens, l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, qui est pâtissier, chocolatier à Amiens, qui n'a qu'un lointain rapport avec le président de la République, vous l'avez compris, mais qui est agressé parce qu'il est le petit-neveu de Brigitte Macron, et qui est agressé parce que c'est un chocolatier qui a pignon sur rue à Amiens, qui est agressé, si j'ai bien compris, par des personnes qui sont des militants anti-système et anti-capitalistes. Ça vous fait réagir, là encore, 0826 300 300. Dans quel monde on vit? C'est ce que nous disons tous les matins, hein, sur l'antenne de Sud Radio. Il est 11h moins 20, on va faire une petite pause, et ensuite on va parler de toute autre chose. D'abord, j'attends vos témoignages. Ensuite, nous irons à Bastia, parce que un restaurateur de Bastia fait payer la carafe d'eau 10 centimes d'euros. Pourquoi? Pour sensibiliser les clients à la sécheresse. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, ce mercredi. Nous aurons un témoignage tout à l'heure à 12h05, mais je voudrais que vous profitiez de l'occasion et de l'antenne qui vous est ouverte pour témoigner vous-même. Vous êtes homosexuel, vous êtes victime de discrimination. Votre famille, par exemple, ne vous accepte plus depuis que vous avez dit que vous étiez homosexuel. Dites-nous, racontez-nous, 0826 300 300. Et puis, je vous rappelle que nous allons débattre entre 11h et midi sur la mixité sociale à l'école. Aucun quota ni obligation ne sera imposé aux établissements privés sur le recrutement des élèves. C'est un soulagement pour le privé. Seul un protocole sera signé avec l'État cet après-midi. Est-ce que la mixité sociale et scolaire est bénéfique pour les enfants? On en parle ce matin sur l'antenne de Sud Radio dans notre débat entre 11h et midi, 10h42. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h moins le quart. Je vois les dernières déclarations des défenseurs de Nicolas Sarkozy, et notamment celle de maître Jacqueline Lafont, qui est son avocate. Nous allons former un pourvoi en cassation, pourvoi qui est suspensif de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. Voilà ce qu'a déclaré Jacqueline Lafont. Maître Jacqueline Lafont, Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés, a-t-elle ajouté, parlant d'une décision stupéfiante. Nous ne lâcherons pas ce combat-là, qui est un combat juste face à une décision particulièrement inique et injuste. Et l'avocat de maître Thierry Herzog, l'ami et lui-même avocat de Nicolas Sarkozy, qui lui aussi est condamné à la même peine, qui réagit, maître Paul Albert Ivens, qui dit « Cela fait 9 ans que nous combattons dans un dossier qui a commencé par des atteintes graves aux principes. Nous ne nous attendions malheureusement pas à un combat facile. Il est difficile, la justice a parfois du mal à reconnaître ses erreurs. » Il est 10h46, pourvoi en cassation, donc nous allons appeler maître Jacqueline Lafont pour essayer d'obtenir des compléments d'information. Il est 10h46, vous êtes sur Sud Radio. Tout autre chose maintenant, nous partons pour la Corse. Nous partons pour Bastia. Pourquoi Bastia? Nous allons pousser la porte du restaurant de Michael Gillot. Michael Gillot, bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, c'est pas Gillot, c'est Guillot, pardon. C'est Gillot, non, les gens disent Gillot. Ah, on dit Gillot, très bien, donc je ne me suis pas trompé. Mais le restaurant Le Conti, à Bastia, connu, très connu. Alors, plutôt, oui. Oui, je sais. Alors, sur votre carte, il est précisé que chaque carafe d'eau sera facturée 10 centimes d'euros. Cela pour sensibiliser les clients à la sécheresse. C'est bien cela ? C'est ça. Après, il faut rajouter à la fin que, vu qu'on est dans la légalité,
il n'y a aucune obligation de faire ce paiement. Voilà. C'est une chose importante. C'est juste. Alors, cette idée, elle m'est venue la dernière, c'est quand on a commencé à parler sur la sécheresse, sur la Corse. Ça m'embêtait pas de donner des carafes d'eau à des clients qui finissaient leur carafe d'eau. Mais on a énormément de retours de carafes d'eau à moitié pleine ou à moitié vide, on va dire. Et celle-là, elle termine ou dans les plantes ou sur le trottoir. Et donc, oui. à un moment, voilà. Donc, c'était ça qui nous mettait un peu en problème. Et puis, le jour où il y a eu ces problèmes, je suis allé dans une grande surface et on m'a demandé de payer à l'euro supérieur pour la facturation pour donner une association. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire peut-être la même logique dans la restauration. J'ai pensé que c'était celle-là qui était la mieux. Je ne sais pas si elle est intelligente. Après, je l'ai mise en place, on verra. Oui, elle est intelligente. D'abord, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2022, carafes et verres d'eau potable doivent être gratuits dans les restaurants. Hein, c'est ça. Il faut bien comprendre que c'est spécial à la France. C'est parce qu'on a un pays de gastronomie, donc on a ces règles. Mais par exemple, en Belgique, la carafe d'eau, elle est interdite. On vous donne une bouteille d'eau, elle est interdite. Donc il y a plein de pays dans le monde où la carafe d'eau n'est pas donnée, sauf sur leur demande, et d'autres, elle n'est même pas donnée du tout. Oui. Donc c'est parce que les gens, je pense qu'en France, on a acquis les gens que tout était gratuit, tout était logique, mais cette eau, avant d'arriver sur une table, elle passe dans un tube, elle passe dans un compteur, et après elle m'est facturée. Donc si j'ai envie, par le biais de mes clients, avec mes clients, si à la fin, et s'ils désirent, parce qu'ils ne sont pas d'obligation, ça puisse servir une cause bénéfique pour les terrains, pourquoi pas. Bien sûr, parce que l'objectif, évidemment, c'est d'aider à lutter contre la sécheresse. Où va l'argent Est-ce que vous récoltez combien par jour avec cette... Pour l'instant, c'est pas des périodes importantes, donc on récolte un peu d'argent. Maintenant, je ferai vraiment un bilan à la fin du mois. Déjà, je comptais faire un bilan à la fin du mois et faire un virement ou à la fin du mois ou à la fin de l'année pour voir un montant plus important. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, j'aimerais chercher une association qui replante le coût d'un arbre replanté. Ça serait intéressant de le rajouter sur la carte, d'avoir le coût d'un arbre. Et puis il faut bien comprendre une chose, pour tous les imbéciles du net qui vont te dire que tu vas gagner de l'argent dessus, il faut bien comprendre une chose, c'est que moi, non, au contraire, je vais commencer à payer de la TVA dessus. Alors qu'avant, je ne payais pas de TVA. Donc la solution était simple, je restais le même logique, je jetais l'eau par terre, ça me coûtait moins que ce que ça va me coûter maintenant. Je comprends très bien, Michael. Michael, vous avez raison de parler des imbéciles qui, sur les réseaux sociaux, vont commencer à penser que vous êtes là pour gagner, pour prendre de l'argent sur le dos des clients. Moi, je suis un peu plus fort mentalement que ma femme, mais je vous assure que de se faire insulter constamment de voleurs, d'escrocs... vous êtes fait insulter depuis que c'est connu? De tout. Non, c'est pas vrai. De tout. Oui, de tout. Donc c'est vrai que c'est bon, moi ça va, mais c'est vrai que on a arrêté de regarder. J'ai des amis qui m'avaient prévenu que sur Twitter c'était un peu le défouloir. Donc j'ai pas de compte Twitter, donc comme ça je regarde pas. Mais je vous avoue que ça a été difficile. Mais après, il y a plein de journalistes qui ont pris la chose à cœur et qui ont essayé d'expliquer. Mais même avec des explications concrètes, il y a toujours des imbéciles qui continuent à ramener. Évidemment, 68% des nappes phréatiques sont à des niveaux insuffisants, malgré la pluie. Le seul moyen, ce sera de faire ce virement, que les gens vont nous suivre sur Internet, on fera la remise de chèques à une association qu'on aura trouvée. Bien sûr. Et puis comme ça, au moins, les imbéciles comprendront que c'est pas de l'utopie. Parce qu'on a même eu des dirigeants ou des personnes qui avaient des places qui disaient que c'était l'utopie. Non, c'est pas l'utopie. Parce que si on prend 50, si demain, chaque région sélectionne 50 restaurants pour le faire, et qu'on additionne tous ces montants avec 50 restaurants sur 12 mois de l'année, je pense que ça fait beaucoup d'argent. Alors souvent on se plaint qu'on ne sait pas où va notre argent, et parfois à raison même, parce que ça passe dans les caisses de l'État et compagnie. Là, nous, ça rentre dans notre caisse, c'est des caisses NF, donc il y a tout le suivi, et donc là, ça rentre dans la caisse, ça repart ailleurs. Donc, ça, c'est génial, c'est génial. On saura exactement où ça ira. Maintenant, moi, je suis pas pour mettre en place ça dans tous les restaurants, mais si on peut faire des rotations pour que ça puisse bénéficier... Pourquoi pas? Il manque de l'argent de partout. Et pourquoi pas? Et puis comme ça, là, il n'y a pas d'addition. Ça passe pas par les caisses de l'agriculture, ça passe pas par l'économie, ça passe directement d'une caisse de restaurant à un chèque à la fin du mois qui va donner l'association. Je suis étonné quand même de la réaction, de ces réactions stupides. Mais vous savez, monsieur Bourdin, ce qui se passe en France, c'est que depuis 30 ans, on fait croire à tout le monde que on doit tout à tout le monde. On doit du travail, on doit de l'eau gratuite, on doit des soins gratuits, et voilà. Et la logique, elle est comme ça, c'est que les gens ne comprennent pas qu'à un moment, cette eau, déjà avant qu'elle soit dans leur verre, elle m'appartient puisque je l'ai payée. Bien sûr. Et j'en fais ce que je veux. Et si, grâce à mes clients, on arrive à donner 150 €, 100 € chaque mois à une association, pourquoi pas? Comment réagissent les clients d'ailleurs? Moi, les clients, j'ai que du positif.
tous mes clients, tous les gens qui ont lu, qui comprennent la logique. J'ai même des clients, moi, qui viennent exprès pour ça. Et là, je vous dis, mais ce qui est grave, c'est que par exemple, on était un restaurant à ses côtés sur Bastia, on était très bien noté sur certains sites de conseils de restauration, et on est descendu de 6 places parce que des gens qui sont jamais venus dans le restaurant ont mis des avis 1 étoile. Oh là là là. Et ce site très réputé valide l'avis alors qu'on l'a signalé. C'est des gens qui ne sont jamais venus dans le restaurant, ils critiquent que la carafe d'eau. Mais non, mais c'est on nul. passe de la 2e place à la 8e place sans aucune raison parce qu'on a 2, 3 avis. Oui, moi je suis venu chez vous il y a un certain moment, mais je dis qu'il faut aller au Conti. Merci, Michael Gillot. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de la Corse, en raison des faibles chutes de pluie, depuis le début de l'année 2023, à Brando, c'est une commune de Haute-Corse, le maire a décidé d'interdire la construction de bassins, de piscines et de forages privés à ses 1600 administrés, et d'autres municipalités en Corse pourraient suivre le mouvement, donc terminer, plus de piscines, plus de forages privés, plus de bassins dans certaines communes de Corse, à cause, évidemment, de la sécheresse, qui est un problème majeur, pas qu'en Corse. On a beaucoup parlé des Pyrénées-Orientales ces derniers temps, mais dans tout le sud de la France, tout le pourtour méditerranéen. Vous savez que, et je le répète encore une fois, vous pouvez retrouver tous les jours votre émission Parlons vrai chez Bourdin, entre 10h30 et 12h30, sur... si vous avez manqué le direct, vous pouvez réécouter l'émission, il n'y a aucun problème. Elle est disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Et puis, vous pouvez nous écouter en direct, Facebook Live et sur YouTube en direct et en replay sur notre chaîne Sud Radio. Est-ce que vous le faites d'ailleurs? Racontez-nous, 0826 300 300. Vous nous dites, on a besoin de votre... on a besoin de votre avis sur l'émission. On a besoin de savoir. Nous allons parler de l'école dans un instant. Faut-il imposer la mixité sociale à l'école privée? Et faut-il imposer la mixité sociale dans le public également? Quel est l'avantage? La mixité sociale, les parents, est-ce que vous fuyez la mixité sociale? Certains parents, je sais, fuient une forme de mixité sociale parce qu'estiment que le niveau d'enseignement est moins bon dans certaines classes, dans certaines écoles. Vous témoignez, 0826 300 300, ce sera l'objet de notre débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. Il est 10h55. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h02, entre 11h et midi, débat, vous le savez, tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. Un débat consacré à un sujet précis avec des intervenants qui connaissent le sujet. Et ce matin, nous allons parler de la mixité sociale et scolaire. Mixité sociale et scolaire dont a parlé à plusieurs reprises le ministre de l'Éducation nationale, qui veut renforcer cette mixité sociale à l'école. Cet après-midi, le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat général de l'enseignement catholique doivent signer un protocole visant à renforcer la mixité sociale et scolaire dans les enseignements catholiques. Il s'agit du privé, il s'agit d'enseignements sous contrat, mais quelle mixité sociale dans les établissements hors contrat? Quelle mixité sociale dans l'école publique? Faut-il imposer, je ne sais pas moi, des quotas pour garantir une mixité sociale dans les écoles publiques, mais aussi privées et hors contrat, sous contrat? Bien, nous allons débattre de tout cela avec nos invités. Alain Bentolila, qui est linguiste à la Sorbonne, spécialiste de l'apprentissage de la lecture chez l'enfant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et collèges. Bonjour. Bonjour. Merci. Et des écoles. Et des écoles. Bien. Merci d'être là tous les trois. Alors, commençons avec la phrase d'Emmanuel Macron dans une des interviews qu'il a données récemment. La mixité est un combat essentiel, mais il ne faut pas réveiller de vieux conflits. De quoi a-t-il peur, Céline Calvez? Il a peur que la mixité sociale à l'école soit résumée à une guerre scolaire entre le privé et le public, alors que ce n'est pas du tout ça. On répète... Il n'y a aucun risque.
Mais il n'y a aucun risque, sauf ceux qui voudraient que la mixité ne se fasse pas du tout, alors qu'on peut en mesurer les bienfaits, que ce soit surtout sur le bien-être et sur notre capacité, ensemble, à pouvoir faire société. Si on n'est pas ensemble dans la cour d'école, comment on peut faire société ensemble? Donc, moi, je pense que c'est peut-être ces craintes-là, mais qui n'ont pas lieu d'être. Et d'ailleurs, la signature du protocole entre l'enseignement catholique et le ministère de l'Éducation cet après-midi prouve qu'il peut y avoir des terrains d'accord qui peuvent porter sur une meilleure mixité. Les écoles privées, d'ailleurs, parfois le font très bien, l'accueil, justement. Donc, il n'y a pas forcément de crainte à avoir là-dessus. Par contre, il y a une véritable ambition à faire qu'on arrête des ségrégations qui sont aujourd'hui constatées entre établissements publics ou entre établissements publics et privés et qui sont, à mon avis, réductibles. Pas de quotas, pas d'obligation pour l'enseignement privé, c'est bien ce qu'a décidé le ministre de l'Éducation nationale, c'est ce que demandaient d'ailleurs les responsables de l'enseignement privé. Ça vous paraît logique qu'on n'impose pas de quotas dans l'enseignement privé? C'est pas que c'est logique, c'est que c'est la loi. Jérémy Girard, c'est la loi. Il y a une loi, à partir du moment où on ne change pas la loi, on peut en fait pas faire grand-chose. Donc là, on est pour le SNALC, on est dans une sorte de en même temps. La phrase du président de la République est très en même temps. Faut faire la mixité, mais faut pas faire la guerre scolaire. Du coup, faut pas réveiller la guerre scolaire. Du coup, on fait probablement pas grand-chose. Un grand quotidien français écrivait hier qu'il y aurait peut-être même pas d'objectif chiffré dans ce qui va être signé. On le verra. Peut-être qu'il y aura des chiffres, mais sans dire que le privé sous contrat serait un problème, puisqu'il y a une loi, c'est la République, il applique la loi, il a bien raison d'appliquer la loi. Néanmoins, le ministère de l'Éducation nationale le montre bien dans ses chiffres. Les indices de positionnement sociaux s'expliquent avant tout par la séparation privé sous contrat, public. Plus on est dans des indices de positionnement sociaux élevés, c'est-à-dire plus on est dans des catégories sociales favorisées, plus le privé sous contrat est surreprésenté, et plus on est dans les catégories sociales défavorisées, et plus il est faible. Donc il y a quand même une question. Il y a une réalité. Il y a une réalité. Réelle. Alors comment faire pour améliorer cette réalité? Alain Bentolila. Écoutez, moi je pense qu'on se trompe de combat. Bon, alors allez-y. Je pense qu'on se trompe de combat. Le combat d'aujourd'hui, ça n'est pas essayer désespérément de créer une mixité qui n'existe pas et dont très peu de gens veulent en fin de compte finalement. Beaucoup de parents la craignent. Beaucoup de parents la craignent, effectivement. Et cette illusion que s'il y avait de la mixité, alors tout irait bien. Non, les choses vont mal à l'école aujourd'hui, et ça n'est pas en essayant de rétablir une mixité. On a essayé. On a créé des bus qui transportaient des élèves d'un lycée à l'autre. On a fait plein de choses. Ça n'a jamais rien donné. La vraie question aujourd'hui est cette question à laquelle le ministre ne répond pas, malgré tous ceux qui lui disent qu'il faut y répondre, c'est effectivement que 15% des élèves de notre école, peut-être plus dans le public que dans le privé, voient leur destin scolaire scellé dès 6 ans. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'une école peut accepter qu'une partie importante de sa population soit promis à l'échec dès ce passage à l'école, dès l'entrée dans l'école élémentaire? Oui, 15% des enfants. 15% des enfants ne réussiront pas à l'école, tout simplement. Leur scolarité, ne cherchons pas plus loin. Vous savez bien. Céline Calvet, c'est vrai. C'est pas indépendant quand même de la mixité. Je veux dire en fait, soit on est dans un fatalisme où on accède à une idée qui a été prouvée, simplement de dire qu'une partie des enfants, on leur sort scellé et puis on les laisserait comme ça. Soit on se dit... Soit on se dit que la mixité permet aussi d'étendre les champs des possibles. Si vous vous retrouvez dans une école où vous n'avez pas de différentes classes socio-professionnelles, vous n'avez même pas idée de ce que vous pourriez faire plus tard. Moi, je pense que cette mixité aussi, elle est là pour montrer le champ des possibles et réveiller des motivations. Après, je suis d'accord. Après, je reconnais qu'on a un problème de niveau aussi et qu'il va falloir renforcer les fondamentaux. Et c'est ce qu'on commence déjà à faire. On voit que dans le classement international PIRLS, on commence à ne plus descendre. Donc ça veut dire que... Est-ce que développer la mixité permettrait de lutter contre cet échec scolaire? Pas du tout. Mais pourquoi? C'est une illusion totale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y aura de la mixité que tout d'un coup, les enfants
qui n'ont sont en que difficulté, 250 mots en rentrant au cours préparatoire, oui, contre ceux qui en ont 2000 à 2200. Oui. Ceux qui en ont 250 n'apprendront pas véritablement à lire, traîneront pendant toute l'élémentaire, passeront de classe en classe et le collège les achèvera. Voilà la réalité de notre système scolaire. Moi, je pense qu'on peut apprendre des mots de ses camarades. Si je suis avec des camarades qui ont un bagage de mots faible aussi, je ne vais pas pouvoir. Entre camarades, on apprend des mots. Et je le vois très bien avec mes enfants qui ont 7 et 10 ans, ils apprennent des mots de leurs camarades. Oui, donc ils la apprennent mixité des mots parce que vous leur avez donné des mots. Mais non, parce que j'en découvre par eux qu'ils apprennent de leurs camarades. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de dire que la mixité est la solution à tout. Par contre, il faut pouvoir la faire davantage. On peut aussi mettre davantage, et ce qu'on fait pour la revalorisation des enseignants. Enfin, on a quand même... Du coup. Ouais, enfin, pas grand-chose, ça fait quand même plusieurs milliards et il faudrait que plus... 92 € par mois, madame, la revalorisation de l'enseignant en face de vous. Ça peut être davantage, mais en fait... Non, moi, c'est pas davantage, je le confirme. C'est davantage si vous faites des heures supplémentaires. Ça, c'est pas une revalorisation, du coup. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'il y aurait qu'une seule solution pour relever les défis de l'éducation. La mixité sociale, elle répond pas seulement à l'éducation, elle répond aussi à la perception et le bien-être des élèves. Et ça a été prouvé. Autant la mixité, ça ne fait pas forcément hausser le niveau ou baisser le niveau des élèves qui en bénéficient. Par contre, le bien-être, oui. Et moi, je pense que le bien-être, ça peut vraiment débloquer des élèves sur leur capacité Est-ce qu'il faut développer quand même la mixité? Alain Bentolila, j'ai très bien compris. Le niveau, c'est pas la mixité sociale qui va changer les résultats. Non. Mais Alain Bentolila, est-ce qu'il faut tout de même développer la mixité sociale? Oui. Il faut essayer au maximum de faire en sorte que les écoles soient représentatives de la société, bien entendu. Mais en fait, elles le sont. C'est-à-dire que dans des quartiers très ségrégés, elles sont très très représentatives de la société. C'est vrai. Mais très très représentatives de la dans les deux société. sens, vous avez raison. La mixité il y a parfois des ségrégations qui ne s'expliquent pas par les logements. Il y a aussi des choses au sein d'un même quartier. On va avoir des différences entre une école et une autre, et ça, c'est ce sur quoi on peut agir, justement, en disant qu'il y a un phénomène d'évitement de telle école, qu'elle soit publique ou privée, au profit d'une autre. Et c'est là où ça se sépare. Donc, on ne peut pas tout expliquer. Et là où ça se sépare, c'est, une fois encore, et ça c'est un fait objectif, entre le public et le privé sous contrat. Enfin, c'est démontré par le ministère de l'Éducation nationale lui-même. Dans les métropoles. C'est la principale séparation. Dans les métropoles. Mais parce que quand on n'est pas dans les métropoles, il n'y a qu'un seul établissement. Du coup, c'est difficile de séparer quoi que ce soit avec quoi que ce soit. Il y a des établissements privés sous contrat qui ont favorisé la mixité. Et il y a des exemples. J'en ai des exemples dans ma Il y a des exemples, évidemment. Mais une fois encore, tout le privé sous contrat. Vous n'allez pas opposer. Pourquoi opposer? Parce que les statistiques du ministère de l'Éducation nationale l'opposent. Mais moi, je ne voudrais pas. Je ne peux pas dire le contraire de ce que disent les chiffres de l'Éducation nationale. C'est objectif. Jérémy Girard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des établissements privés qui ne font pas des efforts. Alors, quand on parle de mixité, automatiquement, il y a affrontement entre le privé sous contrat et le public. Mais il faut quand même expliquer comment fonctionne le système éducatif français, qui est très très spécifique là-dessus. On a un système concurrentiel, parce qu'il y a une concurrence entre le public et le privé sous contrat, de fait, et ils n'ont pas les mêmes règles. C'est-à-dire que le public doit prendre tous les élèves qu'on lui envoie, et il n'a pas le choix, et le privé peut choisir, et ensuite il peut avoir des critères de choix qui sont plus ou moins dans la mixité sociale ou dans la mixité scolaire, parce que là on parle beaucoup de mixité sociale. Vous êtes favorable à ce qu'on impose au privé, à l'enseignement privé? Bon, la loi ne peut pas aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes favorable à un changement de la loi? Nous, il faudrait qu'on travaille effectivement à la structure de l'enseignement aujourd'hui. Non, mais parce que je vous pose une question précise. Est-ce que vous voulez qu'on impose, est-ce que vous souhaiteriez qu'on impose des quotas à l'enseignement privé sous contrat? Ça marcherait probablement pas d'imposer des quotas pour une raison très simple, et c'est ça aussi que nous on craint au SNALC. Parce qu'en fait, en essayant d'augmenter la mixité sociale dans le privé sous contrat, qui est un objectif qu'on peut trouver sympathique ou pas, effectivement, il y a aussi un risque qu'on ait un problème de mixité scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des bons élèves dans les catégories sociales défavorisées. Ils existent. Et généralement, ceux-là sont dans l'enseignement public. Si on incite le privé à les attirer dans le privé, nous, on va se retrouver peut-être avec du public encore moins mixte, non pas socialement, mais scolairement. Et là, en tant qu'enseignant, je peux quand même aussi faire part un petit peu de mon expérience. Le problème, c'est pas, et là je suis assez d'accord avec vous, Monsieur Bentolila, c'est pas fondamentalement le milieu social
des élèves. Nous, on est là pour transmettre des connaissances, quel que soit le milieu social. Le problème, c'est qu'à un moment, si vous êtes dans des classes où tous les élèves sont en difficulté, ça devient très très compliqué de faire évidemment. Mais ça, évidemment. Mais ça peut-être que... Alors, attendez. Vous allez prendre la parole, Alain Bentolila, mais il est 11h14. Je suis obligé de faire une petite pause publicitaire et on se retrouve dans 2 minutes. Ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Vous appelez 0826 300 300. Allez-y, donnez votre avis, racontez-nous comment faites-vous avec vos enfants. Est-ce que vous avez choisi un privé sous contrat parce que vous pensiez que l'école publique voisine n'était pas très bonne? Je ne sais pas, moi. Et inversement, est-ce que vous favorisez le public parce que vous préférez le public, vous aimez cette mixité, vous pensez que vos enfants ont besoin de cette mixité sociale et scolaire? Vous nous dites 0826 300 300. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h18. Alain Bentolila, que vouliez-vous dire? Alors, je voulais dire une chose. J'ai commencé par dire qu'on se trompait de combat et je le redis. Oui. Pour autant, je pense qu'on peut faire des efforts et qu'on doit faire des efforts pour que... Mais pour vous, c'est un combat essentiel ou pas? C'est un combat essentiel ou pas? Non, c'est pas du tout un combat essentiel. Le combat essentiel, je vais vous dire lequel il est. Le combat essentiel, c'est celui qui permettra à un maître, en lui donnant les moyens de le faire, de faire de la différenciation pédagogique. C'est-à-dire de savoir, au moment clé, au moment où... Vous savez, il y a 2 moments où les enfants s'égarent. Il y a le CE2 quand ils passent au cycle 3, et puis il y a le CM2 quand ils vont passer au collège. Ces 2 moments-là, les enfants fragiles coulent. C'est à ce moment-là qu'il faut créer des dispositifs de différenciation scolaire, c'est-à-dire avoir une bonne idée de ce que sont ces élèves qui sont fragiles, quelles sont leurs fragilités, et avoir au moins 4 mois pour travailler au moins 2 heures par semaine avec eux, pour arriver à les mettre au niveau de façon à ce que quand ils passent au niveau supérieur, ils ne coulent pas. C'est ça la différenciation. Vous êtes d'accord? L'essentiel, c'est celui-là. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, ça. On est d'accord que ça en fait partie. Alors quand on dit différenciation pédagogique, il faut faire attention dans l'éducation nationale parce que ça veut dire on vous colle 30 gamins, allez-y différencier. Surtout pas. Alors nous c'est ça. C'est chacun dans sa classe, avec l'établissement. Ça va vous obliger à travailler plus. Mais du coup, comme on travaille déjà en moyenne 43 heures par semaine, ça va obliger les enseignants à travailler plus. Mais ils sauront pourquoi ils travaillent. Pas forcément travailler plus. Ils sauront pourquoi ils travaillent. On sait à peu près pourquoi on travaille, je vous assure. Non, mais je vais quand même répondre là-dessus sur la différenciation pédagogique parce que c'est, je vous dis, et je pense que vous avez une très bonne vision de ce que c'est, quelque chose de très sympathique. Nous, on nous l'a vendu en mode on peut supprimer les redoublements, augmenter les tailles des classes. De toute façon, vous, les enseignants, vous ferez de la différenciation pédagogique et tout ira mieux. Et ça n'a évidemment pas fonctionné. Je suis dans un lycée, nos classes de première STMG, série technologique, sont à 35. Je vous assure que la différenciation pédagogique à 35 STMG, ça n'existe pas. Donc, il y a besoin d'enseignants, donc il y a déjà besoin de les attirer. On a les chiffres des admissibilités des concours, c'est une absolue catastrophe. On ne va plus avoir d'enseignants d'ici 10 ans, plus personne ne va passer les concours. Attendons les effets de la revalorisation, parce que là, ceux qui se sont inscrits au concours n'avaient pas encore pris en compte. Mais une fois encore, oui, on a beaucoup de choses qui se jouent, et l'essentiel probablement qui se joue à l'école primaire, on est d'accord. On avait des dispositifs, les plus de maîtres que de classe, qui n'étaient pas idiots. Les CP, CE1, grande section dans l'éducation prioritaire à 12, c'est pas du tout idiot non plus. Nous, on a d'ailleurs... Ça fonctionne d'ailleurs. Au SNALC, c'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, vous le dites, ceux-là, ils arrivent en CE2, et d'un seul coup, ça devient très compliqué. Ils n'ont plus ces conditions-là. Et les conditions de travail des professeurs des écoles sont aujourd'hui abominables. Nous, on le voit, on a de plus en plus de professeurs des écoles qui viennent nous voir au SNALC, qui sont au bord du burn-out, qui n'en peuvent plus. Et c'est ça, on a un vrai problème de la place de l'école dans la société qui est incroyablement dévalorisée. Est-ce que pose la question de la mixité? Parce que c'est quelle école on veut pour demain, pour quelle société demain? Et donc si on veut vivre séparés chacun de son côté, continuons à faire chacun dans sa route. Mais l'idée c'est de dire qu'au sein de l'école, qu'elle soit publique ou privée, on peut vivre ensemble. La mixité, là les objectifs qui ont été donnés au recteur par le ministre de l'Éducation, c'est 20% de réduction des plus grandes ségrégations qu'il existe. C'est-à-dire là où on pourrait les corriger. Et on ne va pas le faire en imposant. Parce qu'il y a la liberté d'enseignement et en fait les incitations elles seront faites là. On peut quand même se dire et se réjouir qu'il y a eu des expérimentations qu'on prouvait en Haute-Garonne ou à Paris qu'on pouvait faire changer les choses en créant quoi?
la confiance chez les parents. En Haute-Garonne, ça n'a pas très bien marché. Alors, est-ce que la mixité améliore... Mais moi, j'ai une autre question. Est-ce que la mixité améliore le niveau des élèves? Alors, d'après une étude très récente, non. Oui. D'après une étude très récente, ce que ça améliore, c'est plutôt le fait de se sentir bien à l'école. Oui, mais c'est important quand même. Oui, bien sûr. Mais j'ai jamais dit que c'était pas important. Parce vous posez la question sur le niveau. Globalement, c'est pas le facteur premier. La mixité sociale. Bon, alors attendez, la mixité scolaire, en revanche, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Avoir des élèves de niveau variés et pouvoir essayer de les tirer ensemble, ça, c'est pas mal. Alors, témoignage. Simone est l'une de nos auditrices, c'est dans le Tarn-et-Garonne, à Castel-Sarrazin. Bonjour, Simone. Oui, bonjour à vous tous. Oui, bonjour. La mixité, ça ne peut marcher que c'est un petit nombre. Petit nombre d'élèves qui suivent pas, qui vont pas bien. Vous les mettez avec des élèves qui vont bien. Et si ça marche, si vous avez un bon enseignant, ça doit marcher. Si vous mettez moitié-moitié, les mauvais élèves amèneront le bon. Oui. Ça baissera. Il faut un bon pourcentage. Ensuite, si vous avez vraiment beaucoup d'enfants qui ont des difficultés, il faut faire une classe de rattrapage. Je peux vous dire, je l'ai fait. J'ai vu une 5e de rattrapage et je suis passé en 4e normal. Oui. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte, il faut pas. On a besoin. Ça n'existe plus les classes de rattrapage maintenant, hein? Non. C'était un bon système, la classe de rattrapage. Non, j'en ai profité. Non, vous n'êtes pas d'accord? Alors, nous, ce qu'on propose au SNAC, par exemple, au niveau du collège, c'était une forme de différenciation, pour le coup, entre des élèves qui avaient plus de difficultés en français et en mathématiques, en les mettant dans un groupe à effectif réduit et en prenant plus de temps pour arriver au même point que les autres qui suivent plus rapidement et qui effectivement pourraient aller plus vite. On est bien d'accord, c'est ça. C'est pas du tout ce qu'on a fait. Là, ce qu'on a fait, on a supprimé le redoublement, on a gavé les classes ça fait combien de temps que le redoublement et ensuite on dit allez-y, débrouillez-vous. Le redoublement c'est supprimé depuis un moment, une bonne vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années, oui. Mais la question, si vous voulez, n'est pas de redoubler. Oui. Parce que le redoublement... Pour ne rien faire. Pour faire la même chose, on refait aussi mal et on en ressort encore plus frustré qu'auparavant. Ça n'est pas ça la vraie question. Ça n'est pas le redoublement, ça n'est pas non plus l'exclusion. Et donc, la seule question, c'est de pouvoir proposer un pacte aux enseignants, avec les moyens qu'il faut pour le faire. C'est pas le moment de proposer des pactes aux enseignants. Non, mais moi je propose moi je sais pourquoi les enseignants... Non, mais c'était juste une plaisanterie parce que le pacte enseignant sur le travailler plus pour gagner plus, ça s'appelle le pacte. Pourquoi les enseignants désertent aujourd'hui. Enfin, les candidats sont de plus en plus sont de moins en moins nombreux. Et ceux en poste partent de plus en plus aussi. C'est d'une part parce qu'ils sont mal payés, ok, c'est vrai. Mais même s'ils touchent quelque chose des primes chichement accordées, parce qu'elles sont toujours chichement accordées, ce qui les désespère, c'est d'avoir le sentiment de leur inutilité. C'est-à-dire qu'ils sont en face d'enfants, je le disais tout à l'heure, dont le destin est programmé et ils n'y peuvent rien. Oui, non, ça je comprends. Ça soit désespérant. Il n'y a rien de pire que ça. Je rebondis sur le mot pacte, parce que justement, dans le pacte, ce qui est proposé, c'est de pouvoir encadrer, par exemple, les cours de soutien, devoirs faits au collège, davantage. Ils sont déjà mis en place, mais là, l'idée, c'est de le généraliser, justement pour faire cette différenciation, d'accompagner ceux qui ont plus besoin de renfort dans les fondamentaux, mathématiques ou français, de pouvoir le faire. Pourquoi ne pas le faire à l'école élémentaire ? L'idée, c'est de pouvoir aussi le faire à l'école élémentaire. Et il y a un vrai lien aussi à faire entre l'école primaire et l'école et le collège. L'idée, le vrai lien entre le collège et l'école primaire. Dans le pacte, on propose aux professeurs des écoles de pouvoir accompagner les élèves de 6e qui auraient des souffrances en mathématiques, par exemple. Et ça permettra de faire plus de liens entre ces deux niveaux. Je pense que ça va dans ce sens d'une différenciation. C'est vrai qu'il y a peu de liens, finalement, entre l'école élémentaire et le collège. Il n'y en a pas du tout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On nous cale des conseils école-collège depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Mais à un moment, on a un collège, il peut y avoir 13 écoles primaires qui en dépendent. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment vous voulez qu'on s'organise ? Et en fait, je reviens sur cette question du pacte parce que ça va avec. C'est aux mêmes enseignants qui sont de moins en moins nombreux, avec de moins en moins de postes, qu'on demande de faire de plus en plus. Il faudrait qu'on aille faire, pour les profs des écoles, des heures de soutien en collège, en plus de ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire 43 heures par semaine,
chiffre du ministère à l'appui. Il faudrait que les profs de collège aillent se déplacer dans toutes les écoles pour aller faire du lien avec toutes les écoles. Non, mais dans le même établissement, il y a souvent des écoles élémentaires et des collèges. Là, absolument. Dans le public, ça n'existe pas. Ça, c'est que dans le privé. Dans le privé, ça n'existe pas. Non, mais pardon. Moi, j'ai vécu dans un collège rural, il y avait une école voisine et les 10 autres ne l'étaient pas. Et il fallait prendre des bus. Mais le pacte va aussi reconnaître ce qui est déjà fait et qui aujourd'hui n'est pas reconnu. Quand on est sur des soutiens à l'innovation pédagogique ou à la création de ce lien aussi, qui est fait et qui n'est pas forcément compté, là l'idée c'est de le mettre aussi dans le pacte. C'est pas forcément du plus, c'est aussi reconnaître davantage ce qui est déjà fait par les professeurs. Mais il va falloir faire du plus pour peut-être éventuellement se voir reconnaître quelque chose qui est déjà fait, dont qu'on d'ailleurs dénomme innovation pédagogique. Le ministère est incapable de nous expliquer ce que c'est l'innovation pédagogique. On leur a demandé, ça veut dire que c'est assez ouvert à toute innovation. Ça veut dire que c'est ouvert à tout, éventuellement à n'importe quoi. Je vais donner un exemple allez-y à la concret. Là. À l'heure actuelle, vous avez des évaluations. Oui. La plupart du temps, c'est au début d'année. Oui. Elles ne servent pas à grand-chose. Vraiment, elles ne servent pas à grand-chose. Les résultats arrivent 2 mois après qu'on ait passé l'évaluation. Le maître les a ou ne les a pas. Et il n'en fait pas grand-chose. Malgré leur bonne volonté, ils essayent de le faire. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Évaluation février. Une évaluation au CE2 en février sur les choses essentielles. On dresse le profil des élèves. Le maître, il doit avoir immédiatement le profil des élèves et de sa classe. Et il doit avoir une proposition d'activité ciblée, et 2 fois par semaine, 2 heures. Il va prendre les enfants les plus en difficulté, mais avec d'autres enfants qui ne le sont pas. Mais quand dans la semaine? Mais non, à quel moment de la monsieur, semaine? Les évaluations sont prises en compte. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec le professeur de mon fils qui m'a montré les évaluations et ce qu'elle pouvait en déterminer. Et les profils sont pris en compte. Elle est dans quelle classe, votre fille? mais mon fils était en CP, en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Donc effectivement, avec 12 CP, personnes. Mais les évaluations sont prises en compte. En fait, vous ne pouvez pas dire qu'elles ne sont pas utilisées. On pourrait davantage les utiliser, sans doute. Mais en fait, aujourd'hui, elles sont utilisées au niveau national, mais au niveau aussi du professeur. Pas en octobre que vous pouvez utiliser des évaluations pour apprendre à lire sur des enfants, parce que ce que vous avez en octobre, ce sont des évaluations sur le langage oral. Bon, mais elles sont utiles, ces évaluations quand même, non? Mais il faut elles sont mal utilisées. Mais il faut les utiliser on a une mieux. Professionnalité, on est des enseignants. Alors, il y a les évaluations nationales, c'est une chose. Enfin, on sait aussi faire des évaluations nous-mêmes, quand même. Oui, évidemment, vous évaluez le niveau de vos élèves. Évidemment. La question, c'est pas de les évaluer et de savoir où ils sont, ça globalement. On le sait. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on voit qu'ils sont en difficulté. Et à un moment, là, ce que vous êtes en train de décrire, moi, ce que je vois, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un deuxième professeur qui puisse intervenir. Sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive déjà pas à recruter le premier. C'est pour ça donc on n'aura pas le deuxième. Oui, mais tout dépend de ce que vous proposez. Je veux dire, aujourd'hui, la fonction d'instituteur, qu'on appelait les instituteurs, est une fonction qui, de toute évidence, n'attire pas les jeunes. Mais elle ne les attire pas parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir cette mission, d'avoir des résultats, et de forcer le destin des enfants. Ça peut évoluer. C'est désespérant. Il faudrait que ça évolue très très vite et très très fort. Bon, il est 11h30. Petite pause, on se retrouve, vous appelez 0826 300 300. Je remercie Simone d'être intervenue, évidemment. Je vous parlais, je reviendrai quand même sur la mixité, parce que ça pose d'autres problèmes, la mixité. La mixité, c'est bien beau de vouloir la mixité, mais enfin, il y a le coût de la cantine, il y a les transports, il y a, il y a des élèves boursiers qui bénéficient effectivement d'aide pour qu'on garantisse plus de mixité. On va parler de tout ça. Jean-Jacques Bourdin. Bien, favoriser la mixité, oui, mais attention, peut-être que certains parents se disent trop de mixité dans l'école de mes enfants, eh bien je vais les changer d'école et je vais les envoyer dans un établissement hors contrat. Ce risque existe, Alain Bentolila? Bien sûr, Jean-Jacques, bien sûr, ça existe. Et ces établissements qui sont hors contrôle. Ils sont hors contrat, mais ils sont hors contrôle. C'est ça la vérité des choses. Laisse des dérives
absolument terribles, des dérives sectaires, des dérives d'obscurantisme, de séparatisme. De séparatisme véritable. Et si le ministre veut mener un bon combat là-dessus, enfin il y a 2 combats qu'il devrait mener. C'est d'une part rendre l'école publique suffisamment attractive, forte, efficace. On vient d'avoir les résultats de Pearls. Vous les avez vus sur la lecture. On n'est pas descendu, sauf que comme on est à 3 rangs du fond du trou, évidemment qu'on ne descend pas plus bas. Mais il faut travailler sérieusement, concrètement, pas avec des ils seront bien, ils sont heureux, l'école maternelle complaisante, ils vont s'épanouir, etc. Non, l'école est faite pour donner sa chance à tous les enfants. Moi, je voulais rajouter que sur les écoles hors contrat, on a quand même, lors du quinquennat dernier, une loi qui limite justement les ouvertures des écoles qui sont hors contrat. L'année dernière, il y en a eu beaucoup. J'ai pas les chiffres, mais on les limite. Ça veut dire qu'on les limite non seulement dans les durées dans lesquelles ils peuvent s'ouvrir, on exige aussi que les fonctions de direction aient quand même une certaine qualification. Donc en fait, même si elles ne sont pas en contrat avec l'éducation nationale, on en a limité. Tout ça aussi dans le but de limiter ce qui était des attitudes effectivement séparatistes. On en a reparlé lors de la loi pour le renforcement des principes publics, parce que effectivement, ça donne lieu à des dérives. Cette liberté accordée, c'est aussi une source de menace. Donc, est-ce qu'il faut interdire les écoles hors contrat? Je ne suis pas certain que ce soit faisable dans la loi ou dans la Constitution. Je dirais oui. Je dirais oui. Vous diriez oui? Moi, je suis un syndicat de l'école publique qui syndique aussi les enseignants du privé sous contrat. Effectivement, pour nous, le hors contrat, c'est un non-sens à partir du moment où l'école, c'est quelque chose qui appartient à la République. Je lisais, je ne sais plus dans quel journal, un très bon reportage sur l'école et le collège privé sous contrat Saint-Joseph à LM. C'est une commune associée à Lille, dans le Nord. Ils n'ont pas attendu la signature d'un protocole entre l'État et les sous-contrats pour faire de la diversité un principe. C'est une volonté, voilà ce que dit la coordinatrice du groupe scolaire, c'est une volonté, ça a toujours été comme ça et c'est quelque chose qu'on veut préserver. Il y a au collège 422 élèves, 149 sont boursiers, ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup. Et la responsable dit, le problème, effectivement, c'est la cantine. Le problème, c'est les transports. Alors, les transports, les collectivités nous aident. Sur la cantine, les collectivités nous aident. Mais jusqu'à quand? Et c'est vrai que, est-ce que dans un collège sous contrat, on doit faire payer plus cher la cantine aux familles aisées et ne pas faire payer la cantine ou très très peu aux familles des enfants qui sont c'est en fait un grand problème ce problème de la cantine. Nous, quand on a des échanges sur la question du privé sous contrat, c'est le point qui arrive en premier, parce que c'est pas les frais de scolarité, il y a des bourses, etc. Donc il y a des choses qui peuvent se gérer, mais effectivement, on est avec des frais quasi incompressibles, et s'il n'y a pas d'aide, ça ne peut pas marcher. Il y a le pire et le meilleur dans le hors contrat. Comme toujours, dès que vous l'avez sous contrat. Là, on est sous contrat. Sous contrat. C'est un exemple sous contrat. Et j'en ai un autre. J'en ai dans ma commune, dans ma circonscription à Clichy, ouvert il y a quelques années, une école Sœur Marguerite qui voulait vraiment, dès le début, refléter la diversité des quartiers de Clichy. Et effectivement, quand vous y allez, vous voyez cette diversité et les chiffres au niveau social sont accompagnés également d'une tarification différenciée. Alors, volonté de garantir une diversité dans ce sens-là. Mais dans l'autre sens, dans des quartiers où la population est une population d'origine étrangère, où 80% des enfants sont d'origine étrangère, là, comment est-ce que vous garantissez une mixité? Parce que les enfants, les parents des enfants, d'origine, qui sont blancs, ces parents-là, ils veulent pas mettre leurs enfants dans ces écoles-là. Vous savez bien. Alors, c'est pas qu'une question de couleur. Dans le privé sous contrat, on trouve de plus en plus clairement les choses. Vous savez bien que c'est une question. C'est souvent une question de couleur pour des enfants, pour des parents. Alors, c'est une question de classe sociale, quand même, essentiellement. Et aussi de classe sociale. Il peut y avoir des aussi. Mais c'est avant tout. Je dis les choses. Le ministère a sorti les chiffres et effectivement, il y a des établissements privés sous contrat qui font des efforts pour avoir et refléter une certaine mixité. Ils sont, d'après les chiffres, sur l'ensemble du pays du ministère,
minoritaire, vraiment minoritaire, et majoritairement, ce n'est pas ce qui se passe. Et d'autre part, le public ne peut pas mener facilement ce type de politique. Je suis dans un collège qui est effectivement dans un quartier assez enclavé, assez ségrégué. Moi aussi, j'aimerais bien refléter, d'en avoir des plus favorisés, des moins favorisés, d'avoir une sorte de panel. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Et parfois, avec la concurrence d'un établissement juste à côté. Mais je vous dis que la mixité dans certains quartiers, c'est extrêmement difficile à atteindre. Mais d'ailleurs, moi, je vois pas comment. Je vois pas. Mais c'est pour ça qu'il faut rendre l'école attractive. D'ailleurs, je veux dire, on a étiqueté ces quartiers. En faisant des REP et des REP+. Je veux dire, on a accepté, en faisant cela, en leur donnant des primes, etc. On a essayé de faire des choses. On n'aurait pas ça, ce serait tellement pire. Tellement pire. Mais si l'étiquette, c'est des moyens en plus, c'est très bien, prenons-les. Et elle n'est pas forcément... C'est pas bien, parce que c'est la réalité du ghetto. Les REP et les REP+, ce sont des réalités de ghetto. Et un ghetto institutionnel. Oui, mais réalité de ghetto, ce sont de bonnes solutions. L'éducation nationale, elle fait pas la politique de la ville. Je trouve ça terrible d'entendre ça. En fait, elle la vit. On est bien d'accord. Je veux dire que. Et à un moment, on essaye de mettre des moyens là où on. Vous pouvez pas d'un côté avoir les REP et les REP+, et de l'autre côté d'avoir. Prenez la mixité sociale. Alors attendez. Il y a des réactions, beaucoup, très nombreuses. Guillaume, qui est à Carcassonne. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à vos invités. Alors, la mixité sociale à l'école. Oui. Je suis plus... il faut qu'elle soit de plus en plus développée. Moi, si vous voulez, je réagis parce que j'ai grandi dans un quartier populaire, dans une ZUP, qu'on appelait ça à l'époque, une zone urbaine populaire. Oui. Et alors, pas par choix, évidemment, mais disons que j'ai toujours considéré que c'était une très grande richesse d'avoir grandi dans ces quartiers-là. Ça m'a apporté beaucoup de tolérance, vraiment. Et pour moi, il n'y a plus de question de racisme ou de différence, justement par les religions ou par la classe sociale. Pour moi, on est vraiment... voilà, j'apprends à grandir avec. Et pour moi, c'était vraiment une très très grande richesse. Et si on pouvait la conseiller, alors évidemment, que ça soit moitié-moitié, hein, comme on disait tout à l'heure, il faut que ça soit quand même équilibré. Mais vraiment, je suis très content de mon éducation, malgré, au-delà des résultats scolaires. Dans le public, Guillaume. Dans le public, oui, tout à fait, dans le public, oui. C'est dans un collège de Champlaisant à Sens, dans Lyon d'ailleurs. Hein, j'ai passé un petit bonjour. Dans Lyon. Mais voilà, je trouvais que c'était vraiment une très grande richesse et je suis assez fier d'avoir participé à... Eh ben, merci mon cher Guillaume. Merci d'avoir témoigné. On va prendre Marie-Hélène aussi, qui est enseignante à Bordeaux. Bonjour Marie-Hélène. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis un peu triste, un peu consternée de tous ces débats qui tournent autour toujours du social dans ce pays. Eh bien, il ne s'agit pas de problèmes sociaux. Et bien sûr qu'il y en a. Mais il s'agit de problèmes structurels. Quand vous n'enseignez pas à un enfant dans le primaire à compter, vous ne lui enseignez pas la grammaire. Quand vous pensez qu'un verbe en primaire est un prédicat, les phrases, elles sont mises bout à bout, sans aucun sens. On ne sait plus ce que c'est une conjonction de subordination. Comment voulez-vous apprendre à lire et à écrire correctement? C'est impossible. Expliquez-moi. Je voudrais bien demander à cette dame qui est de Renaissance, expliquez-moi, qu'est-ce que ça change, la mixité? Céline Calvez, répondez à Marie-Hélène qui est enseignante en lycée. Eh bien, déjà, je répondrai que ma maman étant enseignante, j'ai pu suivre un petit peu aussi les évolutions pédagogiques et je suis très attachée à l'école et je le dis vraiment très sincèrement. Oui, il faut pouvoir revenir sur les fondamentaux et on avait une discussion tout à l'heure sur le niveau. Peut-être que le redoublement, parfois, il peut être mais non, aussi... c'est les méthodes qu'il faut changer. Mais les méthodes. Mais les méthodes, je pense que les enseignants, ils ont une liberté pédagogique, ils peuvent aussi choisir dans quelle mesure et ça répond aussi aux besoins de leurs élèves. C'est faux, on n'apprend plus les conjugaisons par cœur, on n'apprend plus les règles de grammaire. Mais le par cœur, ça peut être très bien, madame. Non, je suis énervée parce qu'ouvrez un manuel de primaire et expliquez-moi comment on peut supposer... Alors, je suis professeur de français, c'est mon domaine. Alors, Marie-Hélène, nous avons aussi Jean-Rémy Girard, qui est président du syndicat national des lycées et collèges et qui est prof de français.
français aussi. Alors, effectivement, Marie-Hélène, moi qui ai enseigné le français, qui ai commencé au collège début des années 2000, il y a eu des modes pédagogiques complètement délirantes. Moi, j'ai commencé, je n'avais pas le droit de faire 1 heure en disant c'est 1 heure de grammaire dans la semaine. C'était interdit par le programme. Mais c'est fini, il fallait que je le fasse au fil de l'eau. Non, ça reste comme ça. Ça reste cette idée. La grammaire est le parent pauvre de l'éducation. Ça passe un peu plus discrètement aujourd'hui. Il y a quand même un léger retour de balancier qui s'est amorcé, on va le dire aussi, parce qu'à un moment on se rend compte quand même que c'est absolument la catastrophe. Néanmoins, on est quand même très très loin, effectivement, d'avoir dans notre formation initiale, par exemple, d'avoir l'accent mis sur la structure de la langue, sur la grammaire, sur l'orthographe, et ça, c'est un problème effectivement majeur, qui n'est pas du tout lié à la mixité sociale. Je donne un exemple. Il y a un exemple très très fort là-dessus, sur une enquête menée par le ministère, la DEP, son étude statistique, sur les élèves en fin de CM2, et ils font passer la même dictée depuis 1987. Et les résultats, dégringolent à chaque fois qu'ils la refont passer, et dégringolent dans toutes les classes sociales. À cause du non-enseignement de la grammaire. Voilà, dans toutes les classes sociales. Classe sociale favorisée, classe sociale défavorisée, ça chute chez les... Mais les classes sociales favorisées restent au-dessus, mais elles sont elles aussi en train de descendre. C'est pour ça qu'il faut remettre, et vraiment, avec Jean-Michel Blanquer et dès le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait ce retour aux fondamentaux, de se dire, en fait, il faut savoir écrire, lire, compter et se respecter. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas forcément fait des miracles. À tous les syndicats d'enseignants. En fait, il y a eu un grand discours le retour aux fondamentaux. Non, mais surtout qu'il y a un énorme discours dessus. Les effets concrets, en revanche, ils sont très légers. Est-ce que vous dites aujourd'hui, vous êtes syndicaliste, Jean-Rémy Girard, est-ce que vous dites qu'il faut revenir aux fondamentaux? Mais il faut faire les fondamentaux. Moi, j'aimerais bien qu'on n'ait pas à y revenir. Il faut les faire. Là, vous avez une discussion qui assimile les fondamentaux à une vieille pédagogie de... oui, mais dans l'esprit de certains syndicats... Non, mais dans l'esprit de certains syndicats, et Jean-Rémy Girard le sait, quand on dit on revient aux fondamentaux, ça veut dire l'apprentissage de la lecture, de la grammaire, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Ah bah si, il faut faire l'apprentissage. Vous dites ça? Si, bien sûr que si. Mais il y a des syndicats qui sont pas d'accord. On a toujours défendu l'enseignement explicite et structuré de la grammaire. Mais avec une liberté aussi pédagogique, un exemple que ça ne soit pas imposé les méthodes. Oui. Est-ce qu'on fait de la grammaire avec des grandes sections d'école maternelle? Non, mais oui. C'est-à-dire que c'est dès la grande section d'école maternelle qu'on va leur permettre de se rendre compte que quand je leur présente un chien au trait, on dit le chien, et quand je colore ce chien en jaune, on dit le chien jaune, on regarde l'image qui change, on regarde la phrase qui change. Si ce chien court, et c'est comme ça qu'on commence la grammaire. On commence la grammaire en comprenant à quoi elle sert et comment elle permet d'agir sur le monde. Dès la grande section de l'école maternelle, et ensuite, petit à petit, on va appeler par leur nom les différentes fonctions et natures. C'est de la grammaire. Il faudrait arrêter de changer leur nom tous les 5 ans aussi. Mais je ne Parce que donne ça, c'est pas très de nom. pénible. Pour l'instant, je ne donne pas de nom. Je dis, il faut comprendre d'abord, donner de nom ensuite. Après que vous êtes lié au verbe ou... Bon, il est 11h48, petite pause et nous terminons. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h51. Céline Calvez, vous vouliez répondre à Guillaume tout à l'heure. Oui, Guillaume, parce que son témoignage, il est fort. Il a parlé de tolérance. Et effectivement, quand on se connaît mieux, on n'est pas là souilli par les peurs, parce que quand on ne connaît pas une autre partie de la population, on en a peur. Moi, je veux dire qu'il est possible aussi de faire de la mixité, pas forcément par les effectifs et par l'ensemble de la boîte à outils qui va être présentée et détaillée par le ministre de l'Éducation, mais il faut se sortir même de ces quartiers. Un exemple à Marseille qui est expérimenté depuis l'année dernière, en fait on a fait des jumelages d'écoles. C'est comme si à Paris vous jumeliez une école du 19e arrondissement et du 7e arrondissement. L'idée, c'est de pouvoir les faire partager des projets ensemble, que l'une école invite l'autre à découvrir son quartier. Ça veut dire que chacun va découvrir un peu son quartier. Et vous savez ce qui s'est passé à Marseille? C'est que les élèves favorisés ont trouvé que c'était super sympa d'aller dans le quartier défavorisé. Ils ont trouvé que c'était bien d'avoir un terrain de foot au pied de la barre, parce que pour eux, c'était pas le cas. Non, mais en fait, on peut aussi souligner des richesses qui sont pas forcément conscientisées. Il est évident que les échanges entre établissements, les échanges entre classes... C'est pas assez fait. On le fait plutôt avec des équipes des écoles à l'étranger, alors que dans une même ville, on peut
que je vois les auditeurs qui m'écrivent. Ils m'écrivent quoi? Les auditeurs qui habitent dans des banlieues dites défavorisées me disent on en a assez de rester entre nous. Nous on veut sortir. De nos quartiers, on veut sortir de nos banlieues dites défavorisées. Nos enfants ont besoin de contact avec d'autres enfants qui viennent d'autres quartiers plus favorisés. Jumelage de 2 écoles dans une même ville, c'est une façon de sortir de son propre quartier. Mais comment fait-on quand même? Je vous repose la question. Jumelage, c'est une des solutions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment fait-on pour favoriser la mixité dans les quartiers où elle n'existe pas actuellement, les quartiers les plus défavorisés? Alors, on n'y arrivera pas à 100% de toute façon, mais... Comment fait-on? À un moment, comme nous sommes, ce que j'ai décrit quand même depuis le début, dans un système concurrentiel, ça fonctionne en donnant envie aux gens de venir. Donc il faut qu'on mette le paquet sur l'école publique, des effectifs plus petits, des inclusions d'élèves en situation de handicap super bien encadrées. Aujourd'hui, nous, les professeurs des écoles, c'est le premier sujet qu'ils abordent. Mais dans les quartiers défavorisés, aucun parent, mais vous pouvez mettre tous les enseignants que vous voulez, les parents n'enverront pas leurs enfants dans ces écoles. Mais moi, je vous le dis. Moi, je suis dans l'éducation nationale, je ne suis pas la politique de la ville. Donc, Jean-Jacques, la solution, elle est d'une pédagogie de haut niveau, des maîtres avec des vrais moyens, pour pouvoir effectivement, dans leur classe, savoir quelles sont les difficultés de tels et tels élèves et travailler véritablement en ciblage. Moi, je pense que le jumelage, c'est l'une des solutions. Ça peut l'être, mais ça peut l'être. Bien sûr. C'est pas forcément mal, le jumelage. Ensuite, ça oublie tout un secteur dont on a très très peu parlé, qui est le rural. Oui. Le rural, on ne peut pas jumeler quoi que ce soit avec quoi que ce soit, parce que les distances sont immenses. Et ça, c'est souvent... Oui, mais dans le rural, il y a plus de mixité. Pas forcément. Oula, pas forcément. Ça dépend. Pas forcément. Alors, Picardie, par exemple. Non. En tout cas, c'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est plus complémentaire dans certaines zones de la ruralité que dans les métropoles où c'est extrêmement concurrentiel parce que logistiquement, je peux faire le choix. Dans les petites communes, les enfants de toute classe sociale vont ensemble à l'école. Mais dans certaines petites communes, il n'y a pas des enfants de toute classe sociale. C'est ça. Ce sont des friches rurales et les friches rurales en Picardie et qui ne sont pas en REP et en REP+, qui sont hors REP et hors REP+, ont un niveau terrifiant. Mais alors là, c'est vraiment la déprivation culturelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien qui les alimente. Parce qu'un enfant ne peut pas aller vers la culture s'il n'a pas au départ quelque chose lui-même à donner, un sens à donner à ce qu'on va lui apporter. Et c'est là-dessus qu'il faut quand même travailler. Et là, ce ne sont pas ses camarades qui vont lui apporter ça. J'ai un exemple à donner dans le Gard, qui est mon département que j'aime, que je connais bien. Il y a un collège dans une petite ville du Gard de 3600 habitants où il y a une vraie mixité sociale. C'est un collège public qui a d'excellents résultats. Mais heureusement que ces établissements existent. Et il faut d'ailleurs les maintenir. Je veux dire, il faut les maintenir. Où il y a une vraie mixité sociale. Vous avez vraiment tous les enfants de la commune vont dans ce collège. Et il n'y a probablement pas d'établissement privé sous contrat juste à côté. Il y en a un qui attire aussi des enfants, mais le collège, par ses résultats, par la qualité de sa pédagogie, a réussi à garder cette mixité sociale et à l'encourager. Par son excellence pédagogique. On est bien d'accord. Formation des maîtres à revoir complètement. Excellence pédagogique, c'est le deuxième point. Non, il n'y a pas qu'une baguette magique. Bien, merci à tous les trois d'être venus. Céline Calvez, merci Alain Bentolila, merci. Et Jean-Rémy Girard, vraiment merci à tous les trois. Merci, parce que c'est un sujet passionnant, évidemment, dont on n'a pas fini de parler. Il est 11h57, vous êtes sur Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous pouvez témoigner, évidemment, vous le savez, 0826 300 300. Yannick Hopp, bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous étiez maire du Bourget, vous ne l'êtes plus. Vous étiez avec votre ami à Dijon, c'était vendredi, je crois, vendredi dernier. Vous vous promeniez, il était quelle heure? 22h. Oui, 22h, oui. Il faisait bon? Il faisait bon. Vous marchiez? Absolument. Et alors? Eh bien, on avait dîné en centre-ville, donc on décide de continuer un peu la balade avant de rentrer. Et on va en direction du lac Kyr, lac autour duquel j'ai fait... Kyr. Voilà, du Chanoine Kyr. Voilà. Le Chanoine Kyr.
Oui. Avec mon ami, on continue la balade avant de rentrer. Voilà, on n'avait pas prévu de s'aventurer très tard. Et mon ami est pris d'une soudaine envie de pipi. Et donc, il y a quelques arbres autour du lac. Et on reste vraiment le long de l'avenue qui mène au lac, sur le premier parking qui est quand même éclairé. Et mon ami rentre dans vraiment le premier sous-bois qui est là. Et surgit de l'obscurité, à peine arrivé dans ce sous-bois. Moi, je reste un peu en retrait en l'attendant. Surgit un individu qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah ben, on se promène. »« Ah bon, tu te promènes ? Voilà ta sentence. » Et à ce moment-là, je ne pense pas du tout que mon ami est en train de se prendre un premier coup de couteau. Lui m'expliquera après que son agresseur lui montre ensuite le couteau en disant « Attends, c'est pas fini. » Et c'est à ce moment-là que mon ami me crie « Yannick, cours, Yannick, cours !» Et ne comprenant toujours pas ce qui se passe, je me mets à courir sur le parking. Je vois mon ami courir à son tour, arrive à être en bord de la route où quand même quelques voitures passent, avec l'agresseur qui lui court après. Je finis par hurler à l'agresseur « Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu veux ?» Et là, l'agresseur change de route, finit par me courser, essaye de me faire chuter, il échoue, et finit par m'attraper quand même. Je ressens à ce moment-là un grand coup de poing, et l'individu repart aussi vite qu'il est arrivé. Et je retrouve mon ami au bord de la route, les mains en sang. Et moi, je commence à avoir un peu mal. Je mets la main dans le bas de mon dos et je découvre que je saigne beaucoup. Et j'ai appelé la police. Et c'est à ce moment-là qu'on découvrira que mon ami a pris du coup un coup de couteau et moi 3. Coups de couteau, des coups de couteau, tout ça parce que vous étiez avec votre ami. Tout ça parce que j'étais. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a déclaré? À mon ami, il a déclaré voilà ta sentence. Oui. De quelle sentence on parle? C'est très ambigu. De quelle sentence on parle? Et moi, quand il m'a donné ces 3 coups de couteau, encore une fois, je ressens d'abord un coup de poing. Je découvrais après que ce sont des coups de couteau. Il me crie mort ou pédéraste. Ouais. Donc c'était clair, quoi. Ça me paraissait très clair. L'agression est une agression homophobe. Nous le pensons, oui. Mais ça me paraît assez clair. Bien. Il a été arrêté? Non. Nous avons déposé plainte dimanche au commissariat de police nationale à Dijon. Et les forces de police nationale nous disent qu'il y a peu de chances de retrouver notre agresseur, ne serait-ce que parce que ce parking n'a pas de caméra, par exemple. Vous avez pu le distinguer difficilement. Mon ami était dans la pénombre, donc jeune, difficile. Pas trop jeune. Jeune, franchement, il devait avoir maximum 20 ans. Et moi, je ne l'ai pas bien vu parce qu'il avait mis sa capuche pour me courser sur le parking. Oui. Et on a découvert qu'il n'y avait pas de caméra d'ailleurs sur ce parking. On nous dit d'ailleurs qu'il y a plusieurs agressions au couteau depuis quelques mois à Dijon. Pas forcément au Lac-Kyr d'ailleurs. On nous dit qu'il y a aussi des agressions homophobes qui arrivent au Lac-Kyr. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de caméra, par exemple, de vidéoprotection sur ce parking s'il y a beaucoup d'agressions depuis quelques mois. Oui, non, ça c'est sûr. Alors, blessure, hein, votre ami, 2 cm et demi de profondeur. Absolument. Hein, vous avez été touché 3 fois dans le bas du dos. 7 jours d'incapacité totale de travail. Vous êtes là, vous avez encore mal, mais vous êtes là pour témoigner. Parce que c'est significatif d'un certain climat homophobe qui règne toujours dans notre pays. Absolument. On s'est refait d'abord les films des événements en étant toujours très sidéré de la façon dont ça s'est passé, parce que c'est un ami, rien ne se passait entre nous, rien n'a pu exciter un éventuel homophobe qui passerait par là ou qui nous aurait suivi, on se tenait pas par la main. Donc c'était 2 amis qui marchent ensemble à 22h dans Dijon. Mais vous avez repéré peut-être. Et nous avait peut-être repéré, mais en tout cas voilà. Donc on était un peu sidérés, puis on a réfléchi, puis on s'est dit avant-hier, et on l'a fait hier matin, qu'après tout il n'y avait pas de raison qu'on se taise par rapport à ce qu'on avait subi. Et j'ai eu un engagement public. Je veux aussi témoigner que ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Voilà. Et c'était pas du tout parce que je suis ancien maire que j'ai été poignardé. Simplement, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Ça m'est arrivé, mais l'homophobie. On veut témoigner aujourd'hui que l'homophobie peut frapper n'importe qui, n'importe où. Une ville réputée paisible comme Dijon. J'ai vécu 10 ans en Seine-Saint-Denis et j'ai jamais reçu le moindre coup de couteau. Oui, c'est vrai, oui. En Seine-Saint-Denis, même si l'homophobie existe partout, en Seine-Saint-Denis, le 17 mai 1990, l'OMS supprimait l'homosexualité de la liste des maladies mentales. J'ai été frappé par la date 1990 seulement. Il n'y a pas si longtemps. Il y a 33 ans. C'est vrai. De cela. Il y a 33 ans de cela, l'homosexualité était encore dans la liste des maladies mentales. Il faut quand même se rendre compte de cela. Et dans de nombreux pays dans le monde, ça n'avance pas. Et même ça régresse, parfois. Vous l'avez vous-même. Et puis, alors, le regard que porte la population, vous sentez que ça évolue ou que ça n'évolue pas vraiment?
Le comportement des autres vis-à-vis de vous. L'égalité des droits a progressé, et ça, c'est évidemment tant mieux pour nous. Mais en effet, j'ai le sentiment que parfois, dans ce pays, il y a encore un certain nombre de gens qui ont un problème avec ça. Et on est quand même en 2023, et vous l'aviez rappelé, le 17 mai 90, c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas vieux. Voilà, pourtant, on peut penser que c'est rentré quand même plus tôt dans les mœurs, et que l'égalité a progressé, mais il y a encore des gens qui visiblement... Dans le quotidien, vous vous sentez parfois discriminé? Parfois, oui, parfois, on sent le regard, un regard particulier. Pourtant, je suis pas... Voilà. Oui. Je mène ma vie homosexuelle comme je l'entends, sans être... Oui, moi je l'ai vécu quand j'étais maire, l'homophobie ordinaire, je l'ai vécu en disant quand je vous l'ai étiez vécu maire, pendant la campagne électorale au cours de laquelle à l'issue de laquelle j'ai été battu à quelques voix. C'était mais comment voulez-vous que le maire s'occupe des écoles, il n'a pas d'enfants. Il y avait ce sentiment-là, ça existait. Ouais. Ça existait. Donc ça existe toujours, quoi. Ça existe toujours, hélas. Hélas. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons prendre un témoignage. Celui de Monica, qui nous a appelé, qui est à Narbonne, dans l'Aude. Bonjour Monica. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe, Monica? Oui, voilà, je suis artiste photographe, voilà. Oui. Je fais un peu de musique aussi. Bon. Et aujourd'hui, pour vous, c'est une journée importante. Expliquez-nous pourquoi. C'est ce qu'on appelle, je crois que c'est l'Idaobit, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et aussi, par extension, contre la transphobie. Moi, je suis une femme trans. Oui. J'écoute là le témoignage du maire du Bourget et autres, je me dis, il y a tellement encore à faire. Moi, j'ai du mal voilà, j'ai eu du mal à comprendre. Finalement, je suis quelqu'un qui parle très, très, très simplement, mais qu'est-ce que ça peut faire la vie des autres? En fait, tout simplement, un peu de raison, un peu de sagesse, que quelqu'un dans la rue ait un t-shirt bleu ou rose, ou une jupe, ou une barbe, ou un piercing, ou un tatouage, c'est pas ça qui fait intrinsèquement la qualité d'un être humain. On est tous soumis aux mêmes lois, on est tous soumis aux mêmes devoirs, aux mêmes droits et devoirs. Et je me dis, à quand l'humanité dans un pays comme le nôtre, civilisé, qui a des valeurs, acceptera enfin la liberté d'être soi-même, d'avoir l'orientation sexuelle qu'on souhaite, et ce qu'on entend souvent, c'est que l'homophobie, finalement, il y a le mot peur dedans, peur. Mais qu'est-ce qui fait peur? Oui. Mais Monica, deux hommes qui se tiennent la main dans la rue, ou deux femmes, qu'est-ce qui est un danger? Qu'est-ce qui met en danger les autres? Qu'est-ce qui fait peur? Ouais. Vous le ressentez au quotidien, dans votre vie quotidienne, Monica, vous sentez? Alors, dans le monde artistique, c'est un peu plus facile. Oui, c'est vrai. Je dois dire que c'est un monde plus ouvert, c'est vrai, où on peut se permettre toutes les fantaisies, surtout que moi, je suis un peu fantaisiste dans mes créations, ça passe mieux. C'est vrai que si j'étais banquière ou assureuse ou autre, dans certains milieux, mais je me heurte régulièrement, je ne sais pas combien de fois dans l'année, à des réflexions transophobes, homophobes, à des qui peuvent être assez violentes. Alors, Dieu merci, je ne me suis pas encore fait agresser physiquement. Mais ça se produit dans un espace public, ça se produit dans vos relations privées, parfois, ça se produit comment? Dans mes relations privées, je peux le dire, par exemple, il y avait une de mes cousines que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Je lui envoie un mail avec un selfie de moi en disant, tu sais, voilà, j'ai transitionné, comment vas-tu? Et voilà. Elle me dit, ah, je suis désolée, je ne peux pas parler avec ça. Je ne peux pas voir ça. Ça. Bon. Vous étiez qualifié de ça. J'étais qualifié de ça. Bon, voilà, c'est des petites choses insidieuses, c'est des petites choses comme ça. Bon, cette cousine ne veut plus me parler parce que je suis ça pour elle. Oui. Et ça, elle ne peut pas. Voilà, et en même temps, voilà, et en même temps, vous êtes chrétienne, et dans la paroisse que vous fréquentez, on vous accepte tel que vous êtes.
Oui, c'est une paroisse inclusive et œcuménique, où il y a des pasteurs, où il y a des catholiques, des protestants et autres. On a des fédérations qui acceptent les personnes LGBT. C'est très rare que ça se passe comme ça. Souvent, on a aussi ce cliché de dire « Ah, mais si vous êtes LGBT, vous êtes à gauche, vous êtes ici ». On peut être LGBT de droite, je peux le dire. On peut être LGBT catholique. Oui. On peut être... ça va pas forcément... Là aussi, c'est un cliché. Moi, je suis chrétienne, je prie, j'ai la foi, et en même temps, voilà, j'entendais le pape François interroger sur cette question dernièrement par des personnes LGBT, je crois que c'était en Amérique du Sud, qui a très bien répondu en disant justement qu'il y avait... que lui n'était pas du tout dans le jugement, qu'il était dans ce désir d'inclusion aussi, et puis qui peut parler à la place de... Voilà. Oui, mais donc en fait, c'est sur ces clichés, souvent, on imagine que... Enfin, moi, c'est... Ah bon, t'es chrétienne? Oui, je suis chrétienne, catholique, croyante, pratiquante. Tout en même temps, c'est pareil, on n'est pas forcément de gauche. Merci Monica pour votre témoignage. Merci beaucoup. Vraiment merci d'être avec nous sur Sud Radio. Yannick Hope, vous avez entendu ce témoignage très fort, qui est une réalité, enfin c'est la réalité de la vie, et malheureusement de ce que subissent des personnes, et encore Monica a la chance, elle a été reçue dans une paroisse chrétienne, elle peut vivre comme elle l'entend, mais vous avez vu la cousine qui dit mais c'est ça, tu es devenu ça. Ce préjugé. J'ai trouvé le témoignage de Monica en effet très fort, mais en effet, comme quoi l'homophobie peut être à la fois dans le cercle familial, en effet. Vous l'avez connu, vous, dans le cercle familial? Dans le cercle familial, non, j'ai eu beaucoup de chance dans le cercle familial, d'avoir une acceptation réelle de mes parents, de toute la famille. Et je l'ai vécu très bien, mais voilà. Mais il y a une homophobie ordinaire. Je dis ça parce que bien souvent, dans le cercle familial, c'est terrible. Je sais bien. Et de nombreux jeunes sont jetés à la rue, même. Absolument. Parce que les familles n'acceptent pas, ne les acceptent et les mettent dehors, Absolument, je suis très conscient de ça, et c'est pour ça que je dis que j'ai envie finalement, physiquement on a eu beaucoup de chance, mais j'ai envie, voilà, ça m'a renforcé ma détermination à être militant, beaucoup plus militant que je ne l'étais sur ces sujets-là, et je retiens de ce que disait Monica sur le fait en disant, on dit l'homophobie, en disant mais c'est pas une phobie. Et ce matin j'ai publié justement pour le 17 mai cette citation de Morgan Freeman qui disait justement, je déteste le mot homophobie, ce n'est pas une phobie, vous n'avez pas peur, vous êtes juste des connards. Eh bien, merci pour cette fin. Yannick Hope, merci d'être venu nous voir. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. Vous avez appelé très nombreux ce matin. J'en suis très, très content. C'est l'heure d'André Berkoff.